Bonjour, c'est Steve, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui se sentent perdues dans la vie en général et qui n'arrivent plus à vraiment reconnaître leurs besoins. C'est vraiment quelque chose qui pose souci lorsque on a du mal à percevoir nos propres besoins puisque nous sommes les meilleures personnes pour y répondre. De ce fait, lorsqu'on arrive soi-même à ne plus percevoir nos propres besoins, on va aller chercher à l'extérieur des validations pour pouvoir y répondre. Sauf que le plus souvent, on fait les mauvais choix parce que les suggestions extérieures ne sont pas forcément vraiment appropriées aux besoins que nous avons à l'instant T. Alors, peut-être que tu te demandes à quoi est due cette distanciation par rapport à ses propres besoins. Ce qui se passe, on en a parlé durant les précédentes vidéos, durant les derniers jours, dernières semaines, c'est que depuis notre enfance, nous sommes amenés à élaborer de manière inconsciente des stratégies. Ces stratégies, ce sont des stratégies de faux self pour pouvoir éviter d'être confronté à la douleur émotionnelle des blessures. D'accord ? Lorsque l'on est enfant, c'est quasiment tout le monde, tous les enfants ont vécu des moments assez traumatisants sur le plan émotionnel. Ça peut être avec les parents, ça peut être avec l'institution scolaire, avec les enseignants, mais aussi avec les pairs, PAIRS, avec les camarades à l'école ou avec les copains à l'extérieur de l'école. Ce qui se passe, et là où on est inégal dessus, c'est que ce qui se passe, et là où nous pouvons être inégaux sur ce point-là, c'est que certains enfants ont eu les parents suffisamment bienveillants, attentionnés et présents pour pouvoir accompagner l'enfant à travers cette difficulté. Le rôle du parent est vraiment d'accompagner l'enfant à traverser cette tempête émotionnelle, à être présent à côté de lui. Ça ne veut pas dire résoudre le problème à sa place, ça veut dire être là, montrer qu'on est là pour le sécuriser afin qu'il puisse gérer ses émotions, l'accompagner avec bienveillance pour qu'il puisse percevoir, accueillir, accepter et traiter ses émotions convenablement. C'est un apprentissage, c'est quelque chose que généralement nous n'avons pas appris. Donc, de ce fait, lorsque nous n'avons pas eu la chance d'avoir des adultes suffisamment présents lorsque nous étions enfants, eh bien, ces blessures se sont cristallisées. Elles se sont cristallisées à un tel point que ça peut générer des frustrations. La douleur émotionnelle étant tellement forte, l'enfant va apprendre à mettre en place des stratégies pour, d'une part, éviter de montrer sa vulnérabilité, puisque montrer sa vulnérabilité en société, c'est pas bien vu. Il y a ce risque de perdre la face et d'être inconsistant sur le plan social. Et puis aussi, ces stratégies sont mises en place pour éviter de souffrir à nouveau sur le plan émotionnel. Par exemple, j'ai été trahi par une petite amie lorsque j'étais à l'école. Ça m'arrivait plusieurs fois. Dorénavant, dans ma vie d'adulte, je mets en place des stratégies pour éviter d'être à nouveau trahi. Donc, sur le papier, ça peut nous éviter bien des déboires. Sauf que, à force d'élaborer des stratégies pour éviter de souffrir du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation ou de l'injustice, on se prive d'être soi-même. On se prive d'être soi-même puisque, en étant parfaitement soi-même, on se présente, on s'expose, j'ai envie de dire, à vif. Et lorsqu'on s'expose à vif, il y a le risque de souffrir à nouveau ou le risque que les personnes autour de nous voient nos failles. Et ça, on veut à tout prix de l'éviter. Donc, on préfère se couper de son authenticité, on préfère ne plus vraiment être soi-même et jouer des rôles. Encore une fois, je le répète, ce sont des choses inconscientes, ce sont des vecteurs de socialisation. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela, plusieurs causes. Lorsqu'on met un faux self, comme je vous l'ai dit, c'est fait pour éviter de souffrir à nouveau, en étant exposé et en montrant ses vulnérabilités. Ensuite, on met en place ces stratégies de faux self pour se conformer aux attentes des autres, afin d'être intégré, afin d'être accepté parmi un groupe, que ce soit le groupe familial, la première cellule de socialisation qui est la famille, donc avec les parents, les frères et sœurs, on va mettre en place des stratégies pour être accepté. Donc on renonce déjà à certaines parties de son identité, de soi-même, pour être aimé. Parce que le but premier d'un enfant, et c'est sa condition vitale de survie, c'est d'être aimé. Et l'enfant, il est prêt à tout mettre en place pour être aimé, quitte à s'oublier, quitte à mettre des parties de son identité de côté. Donc la conformité aux attentes. Ensuite, on va tout faire pour éviter le rejet ou l'abandon. Comme je vous l'ai dit, un enfant, son but premier, c'est d'attirer l'attention, c'est d'être accepté, c'est d'être aimé. Donc il va tout faire pour éviter de ressentir du rejet ou de l'abandon. Donc ça, il va le faire dans la famille, mais il va le faire dans la classe aussi.
sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, l'enfant, lorsqu'il est à l'école primaire, il est encore en pleine construction psycho-affective. Il est donc important pour lui de se sentir intégré sur ce plan-là. Sans cela, il ne se sent plus exister et il ne ressent plus vraiment le droit d'exister. Et parce qu'il a souffert, parce qu'on lui a reproché douloureusement d'être qui il était, il ne s'est pas senti légitime d'être dans son droit d'exister tel qu'il était dans sa version la plus authentique. C'est comme ça, encore une fois, qu'on met des stratégies dès l'enfance qui se perpétuent encore et encore durant l'âge adulte. Et puis, autre cause qui vient justifier l'élaboration de ces stratégies, c'est le contrôle et le perfectionnisme. C'est-à-dire que pour éviter d'être à nouveau critiqué, à nouveau remis en cause profondément dans son identité, on se met à être vraiment contrôlant sur nos faits et nos gestes, mais aussi sur notre travail, et on fait en sorte d'être hyper perfectionniste pour éviter, encore une fois, la critique, la désapprobation de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Plutôt qu'être véritablement brut, c'est-à-dire véritablement authentique soi-même, on préfère mettre en place des stratégies qui vont venir cacher de manière parfaite le cœur de notre identité à travers des attitudes, à travers un environnement hyper contrôlé. Alors ces stratégies, ce sont des stratégies qui marchent sur du court terme. Ça vous permet de vous extirper d'une situation qui peut être vraiment inconfortable. Ceci dit, et c'est pour cela que j'en parle autant et que ça fait tellement écho en vous, c'est que ça génère de véritables déconvenues. Le premier piège, c'est l'aliénation de soi-même. C'est-à-dire qu'à force de jouer des rôles pour se conformer aux attentes de l'environnement et se sentir validé, se sentir accepté, se sentir aimé, se sentir reconnu, on s'éloigne, on se distancie progressivement de soi-même. À force de jouer ces rôles dans la durée, on oublie notre identité. On oublie quasiment de quel bois nous sommes faits. C'est pourquoi, au bout d'un moment, à l'âge adulte, il y a des moments, des périodes de vie, on peut parler même de carrefour, à la trentaine, à la quarantaine, et même plus loin, à la cinquantaine. On se pose vraiment la question du vrai sens de la vie et de notre positionnement par rapport à la vie. On fait le constat, on regarde là où nous sommes arrivés, après toutes ces années, après toutes ces décennies passées, et on se demande où on veut aller. Mais pour savoir où on veut aller, on a besoin de savoir de quoi on a besoin. Or, comme on s'est tellement distancié de nos besoins pour se conformer, pour se sentir accepté, et c'est évident dans la réalité du travail, on est prêt vraiment à abandonner une partie de soi au profit de la culture d'entreprise dans laquelle on travaille, au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait plus qui nous sommes et on ne sait plus de quoi on a besoin. Donc ça, c'est une des premières conséquences de mettre en place des stratégies d'évitement. Évidemment, ces stratégies vont générer du stress et de l'anxiété parce qu'à chaque fois, même si c'est un mécanisme inconscient, ça va générer une charge lourde sur le mental. Puisque très souvent, pour pouvoir se sentir à l'aise dans une situation, il va falloir élaborer mentalement des stratégies. Ça nous empêche d'être nous-mêmes, ça nous empêche d'être parfaitement fluide et on est toujours dans un projet de contrôle de la situation, de perfectionnisme pour éviter que les autres voient nos failles. Donc effectivement, ça peut être quelque chose de très épuisant pour le système nerveux. Si on continue sur les conséquences de la mise en place d'un faux self pour éviter de souffrir, une autre conséquence, ce sont les relations superficielles. Pourquoi ? Parce que quelle que soit la personne que vous ayez en face de vous, dès lors que vous êtes dans une stratégie qui masque votre véritable identité, même si cette personne est entière en face de vous, vous ne serez pas tout à fait authentique et vous serez même superficiel. Toutes vos relations seront superficielles si elles sont basées sur un rôle que vous jouez. On peut même jouer un rôle dans son couple, même avec la personne avec qui on partage son intimité. Ça arrive à beaucoup de personnes, ça vient aussi de notre éducation. On nous a appris qu'il fallait se comporter de telle manière ou de telle manière pour être aimé. Donc, dans notre vie adulte, on se met à reproduire ces comportements et on se dit que pour mériter d'être aimé, il ne faut surtout pas être soi-même, mais au contraire mettre en place des comportements qui correspondent à des standards, des archétypes. Moi je pense aux hommes puisque c'est la question qui me touche le plus, mais il y a l'archétype par exemple du bon garçon. Le bon garçon, c'est le garçon qui a été élevé dans l'idée qu'il fallait être
toujours un garçon gentil pour être vraiment quelqu'un d'appréciable, quelqu'un d'aimable. Sauf que lorsque tu es dans un couple et que tu es toujours dans cette stratégie d'être toujours un garçon gentil, eh bien en fait tu te mets à t'oublier, tu mets tes besoins de côté, même dans les moments où tu as besoin d'affirmer tes besoins, bah finalement pour toi affirmer tes besoins avec un peu plus de fermeté, ça peut être synonyme d'être quelqu'un de méchant. Et donc tu vas avoir une idée biaisée, tu vas culpabiliser d'affirmer vraiment tes vrais besoins et d'être véritablement soi-même. Et c'est là que ça pose vraiment problème parce que ça génère des rapports complètement déséquilibrés dans la mesure où toi-même tu t'oublies et puis tu donnes aussi de fausses indications à la personne qui est en face de toi. Et puis aussi, je peux prendre l'exemple des femmes qui ont également été élevées avec certains archétypes, comme l'archétype d'être serviable, de faire les choses pour les autres, de se donner avec beaucoup d'abnégation. Eh bien, une fille qui a appris ces schémas-là et qui, une fois devenue femme, reproduit ce qu'elle a appris dans son couple, eh bien quelque part, elle va s'oublier à travers un rôle qu'elle joue parce que pour elle, pour qu'un couple fonctionne et pour qu'elle se sente validée et reconnue, eh bien elle va mettre ses besoins de côté et faire en sorte toujours de jouer ce rôle pour se sentir intégrée, validée et donc aimée. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu as vécu dans ta vie des désagréments de cet ordre-là. On a parlé du couple, mais ça peut très bien être au travail où tu as l'impression de n'être jamais reconnu ou alors qu'on te trahit tout le temps. Dans ta vie sociale, ça peut exactement être la même chose. Tu as peut-être l'impression d'être souvent humilié. Et donc, au bout d'un moment, tu mets toujours en place des stratégies pour éviter qu'on te reproche des choses, pour éviter qu'on aille s'enfouir dans tes failles. Mon message dans cette vidéo, c'est que tu n'as pas en fait à jouer de rôle pour plaire aux autres. C'est vraiment la dernière chose à faire. Mais le plus important, c'est que dès aujourd'hui, tu sois dans l'accueil de ces fausses stratégies, que tu les reconnaisses. C'est le plus important. Mais surtout que tu te pardonnes par moment d'avoir fait fausse route. Ce n'est pas parce que tu as élaboré des stratégies dans ton couple, au travail ou avec tes amis pour montrer une fausse image de toi que tu n'es pas foncièrement une personne authentique. Il y a forcément des moments dans ta vie, probablement les moments où tu es tout seul, où tu te balades, où tu te surprends à danser ou à chanter tout seul dans ta voiture. Là, tu es authentique. Donc, ton authenticité, elle n'est pas perdue. Simplement, il va falloir aménager plus d'espace, plus de moments où tu vas pouvoir renouer avec cette authenticité. Pour cela, j'ai quelques petits trucs à te proposer. Tu vas voir, c'est pas si compliqué. C'est juste avec les habitudes que tu vas pouvoir recréer une véritable connexion avec toi-même. Et c'est parce que tu recrées une véritable connexion authentique avec toi-même que tu vas pouvoir donner ton vrai visage aux autres. Pourquoi ? Parce que à force de recréer des moments de pleine authenticité avec toi-même, tu vas redévelopper un sentiment de sécurité. Tu vas à nouveau relégitimer ton droit d'exister. Et c'est ce que je veux te permettre. Reprendre, ressaisir ce droit d'exister, limite le revendiquer. Ensuite, une fois que tu es en société, une fois que tu es au travail, une fois que tu es avec tes amis ou même avec la personne que tu aimes. L'idée, c'est de commencer petit à petit. Alors, la première chose à faire, c'est de pratiquer la pleine conscience. Ça te paraît peut-être un gros mot, ça paraît peut-être un truc chiant, un truc fastidieux, mais la pleine conscience peut se faire de manière tout à fait légère, tout à fait apaisée, sans prise de tête. Je ne te parle pas d'être 3 heures en tailleur sur un coussin hyper dur. Juste, tu vas marcher, là c'est la saison, tu vas en pleine nature et simplement tu respires et tu écoutes, tu ressens les idées qui passent dans ta tête. Simplement, tu en prends conscience sans les juger. Et c'est en prenant conscience de ce qui se passe dans ta tête, sans même chercher à réfléchir, tu pars te promener ou tu t'assieds dans ton jardin ou tu vas sur un banc public en zone urbaine, ce que tu veux, l'endroit que tu préfères. Tu n'as même pas besoin de te dire « Ok, je dois faire la pleine conscience ». Tu te mets simplement en mode observateur. Tu laisses tes pensées défiler, tu laisses tes pensées passer, tu les observes, tu ne les juges pas, mais au moins tu les constates. Et tu vas rapidement observer que ces pensées, ce sont le plus souvent des croyances erronées, des ressentis qui sont erronés, qui ne sont pas du tout factuels quant à ta place dans ce monde. Ça va te permettre de relativiser, de prendre plus de distance et de te connecter véritablement à ton noyau, à ce qu'il y a de plus pur en toi. Et c'est après cette pratique de pleine conscience qui peut durer 10 à 15 minutes,
T'as pas besoin que ça dure plus longtemps, ça peut durer plus longtemps si tu es bien comme ça, mais c'est juste après cette séance-là que tu peux là sonder tes besoins et te demander de quoi tu as véritablement besoin. Je t'invite vraiment à faire l'exercice. Seconde chose, tu peux prendre un journal intime. Tu peux prendre un journal dans lequel tu vas écrire tous les soirs. Je t'invite à le faire de manière régulière pour pas que ce soit chiant. C'est vraiment d'en faire une habitude. Moi, tout mon travail est basé sur des habitudes. Ça pourrait paraître assez pénible vu de l'extérieur, mais pour moi, lorsqu'il s'agit de faire des vidéos, lorsqu'il s'agit de faire tout ce que j'ai à faire, je le fais parce que c'est un processus qui a été mis en place et je n'ai plus à réfléchir. C'est-à-dire que je le fais de manière quasi automatique. Sauf que là, évidemment, écrire quelques lignes tous les soirs dans ton journal intime, ça va demander un petit peu d'introspection. Mais quelque part, puisque je te dis que pour renouer avec ton authenticité, il faut recréer une connexion avec soi-même, et bien justement, l'idée de ce journal intime, c'est magnifique parce que ça te permet de créer des rendez-vous quotidiens avec toi-même. Si c'est pas le soir et que ça ne te convient pas le soir, c'est pas grave. Fais-le le matin. Si c'est pas le matin, fais-le à ta pause déjeuner. Mais au moins, fais-le tous les jours. Tu vas voir que ça va t'aider à voir ce qui se passe dans ta tête. Tu vas voir que ça va t'aider à extraire les fausses idées, les fausses images de toi que tu peux entretenir. Et ça va aussi t'aider à mieux saisir, à mieux observer les moments dans la journée où tu as pu mettre en place des stratégies d'évitement, des stratégies pour éviter de souffrir. C'est avant tout pour ça que va te servir ce journal intime, c'est tous les jours de faire le bilan de tes interactions, que ce soit dans ta vie de famille, dans ta vie de travail, dans ta vie sociale, dans ta vie avec tes amis, c'est de voir quelles ont été les stratégies que tu as pu mettre en place pour éviter d'être pleinement toi-même. Et ensuite, ne surtout pas juger. Ça fait peut-être 10 fois que je te le dis dans cette vidéo, mais c'est important de ne pas te juger, puisque on veut tout sauf ça. Le problème avec les stratégies, ça vient justement d'un auto-jugement, ça vient d'une critique. Une critique qui est d'abord venue de l'extérieur et qu'ensuite tu as intégrée pour t'empêcher le droit d'exister tel que tu es. Donc moi, ce que je te propose vraiment, c'est de retrouver ce droit d'exister en regardant avec introspection tous les jours dans ton journal intime, avec bienveillance, les moments où tu n'as pas été toi-même. Et tu vas voir qu'à force de faire ça, eh bien, à chaque fois que tu seras en condition, tu auras musclé quelque part ce muscle de l'authenticité où eh bien, tu t'apercevras les moments où tu commences à déraper et tu commences à t'éloigner de ton axe. L'idée vraiment avec ce journal, c'est de retrouver ton axe tous les jours. Et plus tu vas le faire, plus ça va être facile d'être vraiment toi-même. Et à force d'arrêter de te critiquer et d'accepter ta vraie personnalité, tu n'auras plus à te forcer pour être authentique. Ça va être complètement naturel. Et puis enfin, tu peux mettre en place des affirmations positives. Alors je sais, ce ne sont pas des formules miracles, mais le plus souvent, lorsqu'on s'empêche d'être authentique, c'est qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on a une mauvaise estime de soi-même. Moi, je le fais souvent. Je le fais pas continuellement, mais je le fais assez souvent, notamment quand j'ai des défis, lorsque je dois rencontrer quelqu'un qui m'impressionne sur le plan professionnel, ou lorsque j'ai un gros travail à faire et que je me sens pas capable. Je me répète des mantras. Par exemple, je peux me dire « je mérite d'être aimé pour qui je suis ». Ou alors je peux me dire aussi « j'ai toutes les compétences nécessaires pour réaliser ce travail ». Ou bien encore, j'ai suffisamment d'expérience pour affronter ce défi. Alors voilà, maintenant si tu souhaites aller plus loin dans la compréhension de ces blessures émotionnelles et dans la compréhension des stratégies mises en place, c'est le dernier jour de promo de la formation Guérir son enfant intérieur. Jusqu'à ce soir 23h59, tu peux réserver ce programme avec 100 € offerts. Si tu veux voir l'entièreté de ce programme, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous. Dans ce programme, tu vas d'abord tester à travers un quiz les blessures. On va évaluer chacune des blessures, donc on va évaluer la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Ça va te donner un tableau général avec un score pour chacune des blessures. Ça va t'aider justement à trouver un ordre de priorité pour savoir quelles sont là ou les blessures à travailler en priorité. Une fois que tu sais quelles blessures travailler en priorité, on va s'intéresser aux stratégies de faux self, c'est-à-dire les masques que tu as pu mettre en place en fonction des blessures pour éviter de souffrir à nouveau, quelles en sont les conséquences, les impacts, etc. Donc ça va être un approfondissement quelque part de cette vidéo. Ensuite, dans les modules suivants, il y a 7 modules en tout, il y aura un module pour chacune des blessures. Et dans chaque module, on va s'intéresser en profondeur à chacune des blessures, comment elle est survenue, comment elle se développe, quelles sont les causes, quels sont les effets, quelles sont les conséquences, les impacts qu'il y a sur ta vie.
et tu vas voir un tableau synthétisé de chacune des blessures, ce qui va t'empêcher de devoir prendre des notes. Tu vas pouvoir vraiment être entièrement attentif au contenu que je propose. Et une fois que tu as fait chacune des blessures à travers tous les modules, tu vas avoir un dernier module, le 7e module, avec les protocoles à mettre en place pour chacune des blessures. Ces protocoles vont t'aider justement à reconnaître, à accepter, à accueillir, à pardonner et à faire disparaître progressivement ces blessures. Donc, entends bien que cette formation, c'est pas une formule magique. Cette formation, c'est quelque chose qui va t'accompagner dans le temps. C'est facile à prendre en main. Ce sont des audios. Tu vas pouvoir les écouter en marchant, dans ta voiture ou le soir en t'endormant. Et puis, pendant que tu vas écouter tout ça, tu vas pouvoir faire plein de connexions entre ton expérience et puis les enseignements que je vais te proposer. Alors voilà. Maintenant, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Fais vite, puisque la promo, comme je te l'ai dit, s'arrête ce soir. Alors maintenant, si tu veux passer à l'action, eh bien moi je suis prêt à t'accompagner dans cette libération émotionnelle. Alors si tu veux réserver ta place, tu as juste à cliquer sur le lien sous la vidéo. Je te dis à tout de suite et j'ai hâte de faire ce travail avec toi.